Très franchement, je ne sais pas comment font certaines de nos stars pour ne pas vomir lorsqu'elles croisent leur regard dans un miroir. Salut chers viewers, chers abonnés, chers camarades, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, et surtout que vous êtes bien installés pour cette nouvelle vidéo, une revue d'actu de ce mois d'avril 2025. Une actu assez chargée, on va pas se mentir. Je vais parler de 4 sujets qui m'ont marqué, 4 sujets qui font quand même pas mal réfléchir, notamment les deux premiers que je vais aborder, 2 sujets en lien avec nos personnalités françaises. Vous allez voir encore une fois, bravo la France. Ça va être les 2 sujets les plus sérieux de cette vidéo. Après, je vais descendre crescendo. Je vais parler de ce qui s'est passé aux États-Unis avec Minecraft, ces ados, quasi jeunes adultes qui se comportent comme des malades mentaux dans des salles de ciné. Ça, il faut qu'on en parle. Et à la fin, je vais parler de jeux vidéo, je vais revenir sur le pack de jeux The Last of Us, la réédition que nous sort Naughty Dog, réédition à 120 balles, c'est plutôt que de bosser sur le 3e volet, non, on a droit à une nouvelle version du 1 et du 2, avec quelques goodies supplémentaires, c'est Naughty Dog, c'était vraiment une vaste blague. Et je vais justement parler de revenir sur ce que devient le jeu vidéo à l'heure actuelle, parce que en fait il est loin le temps de la guerre des consoles, la guerre Microsoft, Xbox versus PlayStation. Et c'est bien dommage parce que maintenant qu'il n'y a plus de guerre de consoles, eh bien il n'y a plus spécialement d'enjeux, et qui dit plus d'enjeux, eh bien plus de jeux tout court. Bon visionnage, on se retrouve dans les commentaires pour en discuter. Premier sujet de cette vidéo, je vais rebondir sur les déclarations de Laurent Baffy. Laurent Baffy, entre 2 liftings, a expliqué sur le plateau de Quelle Époque qu'il regrettait, qu'il faisait son mea culpa par rapport à son passif de clasher professionnel sur les plateaux d'Ardisson. Rappelez-vous, pour les plus anciens dans les années 2000, Laurent Baffy c'était le bras droit de Thierry Ardisson, c'était celui qui était là pour dézinguer les invités, leur envoyer des vannes en pleine dent, et il était très fort. Laurent Baffy était excellent, il était très bon. Notamment quand c'était pour secouer certains politiques, leur balancer des punchlines, ce genre de bail, il était vraiment très bon. Alors certains m'ont expliqué qu'en gros, Baffy écrivait ses vannes, il répondait pas toujours du tac au tac, tout ça. Je ne sais pas, j'ai pas la preuve. Ceux qui ont bossé avec dans les commentaires, n'hésitez pas à vous manifester. Ceux qui ont un pied dans le milieu, tout ça, dites-moi si Baffy était si performant que ça en termes de clash, en termes de timing, parce que ce qui fait la force d'un clash, c'est le timing, c'est le sens de la répartie quand il faut. Où il faut, quand il faut, et en tout cas, Baffy, à l'écran, il crevait l'écran, littéralement. Il parlait pas beaucoup, mais quand il parlait, on s'en souvenait. Le truc, c'est que Baffy, il s'en prenait pas qu'aux puissants, il s'en prenait également à plus faibles, et il a fini par l'avouer, il a fini par cracher le morceau, en expliquant que lui et Ardisson, il choisissait les cibles faciles pour les allumer en direct, parce que c'est... C'est fait, c'est passé, c'était il y a 15-20 ans. Ça fait un petit moment que c'est fini, que Baffy... c'est marrant, on se demande d'ailleurs ce qu'il fait toujours là, parce qu'il gravite, on l'a vu un moment chez Hanouna, je crois, là on le voit chez Quelle Époque, alors bon, c'est toujours sympa de le voir, mais d'ailleurs c'est marrant de voir à quel point il a mis le paquet sur la chirurgie, il a fait une greffe de cheveux à une époque, c'était pas mal. C'est intéressant, ce mea culpa. En soi, Baffy n'a pas, je pense, traumatisé des générations entières, je pense pas qu'il ait... En soi, ce qu'il a fait Laurent Baffy, c'était pas si grave que ça. Pour moi, ce qui était beaucoup plus critiquable, c'était le travail de Thierry Ardisson, qui lui est toujours un peu chat perché, on l'attaque jamais vraiment, alors que pourtant, moi, j'ai une grosse dent contre Ardisson, compte tenu de son contenu, compte tenu de son émission, et de ses méthodes de... ce qui est pathétique chez Ardisson, c'est que c'est toujours vendu comme un grand esthète, comme un grand visionnaire, alors que bon, j'imagine que comme beaucoup, il doit bien se garder que le gros de ce qu'il a inventé, ça venait d'autres, ça venait d'autres émissions qui étaient là bien avant lui, ou alors il a dû pomper, comme ils l'ont tous fait, sur ce qu'il se faisait aux États-Unis, à l'étranger, tout ça. Et parce que Ardisson est très, très critique des jeunes. Je me souviens qu'il avait, il avait déjà eu son histoire avec Squeezie, mais je l'avais entendu dans une interview toiser un peu les jeunes youtubeurs en mode oui, mais ce qu'ils font, c'est ce que nous les vieux, on faisait dans les années 60, 70, ils n'inventent rien, c'est nous qui avons tout inventé, quoi. Alors, quand on a un raisonnement comme ça, c'est généralement qu'on n'a pas inventé grand chose, parce que quand on est un vrai visionnaire, on comprend, on se met à la place des autres et on évite de donner des leçons, quoi. Bref, en tout cas, c'est mon avis concernant Ardisson, je pourrais vraiment consacrer une vidéo. Je l'ai déjà fait, en fait, j'ai consacré une vidéo sur Ardisson à une époque où je disais tout le mal que je pensais de lui. Parce que vraiment, le bilan d'Ardisson, c'est quand même assez catastrophique, quoi. C'est un gars qui s'est toujours vendu comme un grand esthète, comme un grand aristo ou je sais pas quoi, un
mi-grand esprit, mi-provocateur, alors qu'en réalité ça a toujours été un simple, un simple animateur qui kiffe la provoque, mais vous savez, avec une, pour cadre CSP++, quoi. Et on voyait bien quel public il visait. Et quand vous regardez le gros de ces émissions au Ardisson, bah, les questions, ça volait pas bien haut. Vous l'écoutez, le gars il nous explique que c'était des émissions de haut standing, alors que 90% des discussions, que ce soit avec les actrices, les hommes politiques, les journalistes, machin, ça revenait tout le temps autour du même sujet, SEXE, drogue, alcool, tout ça. C'était vraiment des émissions, enfin c'est des émissions qui sont extrêmement surcotées, c'est juste qu'à l'époque on n'avait pas grand chose, et Ardisson a toujours été un grand fervent de son émission, il défend son business et son histoire, c'est normal, mais avec le recul, on s'aperçoit que d'une, niveau qualitatif, c'était pas non plus exceptionnel, et surtout au niveau de l'énergie qui était distillée, c'était quelque chose de très négatif. Et justement, Baffy, je pense qu'il a, il balise un petit peu d'avoir participé à tout ça. Je ne sais pas si son mea culpa était sincère, s'il sent le vent tourner ou quoi que ce soit. Pour certains, il n'est pas possible de changer passé un certain âge, parce que quand même Baffy, il approche les 70 ans, quand même, il commence à prendre de l'âge, mais je pense qu'on peut toujours évoluer, qu'importe l'âge. Et il doit sûrement peut-être baliser d'avoir été autant agressif envers certains. Il semble visiblement avoir des remords vis-à-vis de sa façon de faire, et tant mieux, j'ai envie de dire, mieux vaut tard que jamais, parce que ces émissions-là, quand vous les regardez avec le recul, vous apercevez que c'est des émissions très toxiques. Tout le monde se foutait de la gueule de tout le monde, ça clashait non-stop, c'était que ça. Et il y avait ce truc que je ne supportais pas dans les émissions d'Ardisson, c'était, en gros, vous aviez un invité qui venait, il se faisait défoncer, et il devait rigoler avec tout le monde, il devait se marrer, il y avait une espèce d'animateur à la con qui passait, ou alors une espèce de pseudo-humoriste qui a disparu 6 mois après, il se pointait, il se moquait de tout le monde, et tout le monde devait rigoler, quoi. Alors moi, j'ai énormément de recul par rapport à moi-même, j'ai beaucoup d'autodérision, il n'y a pas de problème là-dessus. D'ailleurs, certains en auraient besoin, franchement, de l'autodérision, parce que c'est quelque chose qui manque beaucoup. Mais, il y a autodérision et autodérision, quoi. Et le truc, c'est que dans ces émissions-là, il y avait une espèce il y avait des codes, des codes de la bourgeoisie qui étaient pas spécialement fun. On n'était pas dans une émission de beauf assumé comme TPMP. On peut reprocher ce qu'on veut à TPMP. Au moins à TPMP, il y a, on va dire, ce côté, alors c'est mon côté populo qui parle, mon côté prolo, mais il y avait, on va dire, il n'y avait pas cette barrière sociale comme on la ressentait dans les émissions d'Ardisson. Et c'est justement ça pour moi c'était ça pour moi tout le malaise de ces émissions. Et Baffy, c'était peut-être le seul finalement à apporter une petite touche de populo, quoi, de populaire, à savoir un mec qui envoie des grosses vannes dans la gueule, qui taille comme il faut, avec une espèce d'humour très populo justement, à savoir parce que pour ceux qui ont grandi et qui ont bossé avec des prolos sur les chantiers, dans des bails comme ça, vous savez que ces mecs-là sont très bons en vanne, en clash, ça répond du tac au tac, les mecs ils doivent penser vite et bien, et donc au niveau du clash ils sont souvent très forts, ils ont les mots pour vous calmer tout de suite, et il y avait ça chez Baffy, et il n'y avait pas ça chez les autres, et justement moi je préférerais que le mea culpa vienne d'un mec comme Ardisson, qui a fait beaucoup de mal finalement, étant donné que il a distillé pendant des années des émissions vraiment lourdes, toxiques, avec sans arrêt les mêmes sujets qui revenaient sans arrêt, voilà, c'est obsolète maintenant, c'est même pas beauf, c'est cringe et ringard. Il y a d'autres émissions qui ont mal vieilli, etc. Mais celle d'Ardisson, c'est encore pire parce que ça se voulait esthète, ça se voulait au-dessus, ça se voulait élitiste, alors qu'en réalité, c'est que du paraître. Parce qu'encore une fois, je leur dis, 90% des questions qui étaient posées aux invités, ça tournait qu'autour du SEXE, quoi. Super. Alors en soi, moi, j'ai pas été spécialement choqué par ce qu'il racontait, parce qu'il disait, parce qu'il me faisait marrer, c'était le seul d'ailleurs qui me faisait marrer, c'était le seul qui était marrant dans ces émissions. Avec Ardisson, je pense que vous retiriez Baffy les émissions d'Ardisson, personne ne regardait, quoi, parce que tout le monde s'en fout de la vie d'un pseudo-aristo qui pose des questions, avec un ton mielleux à des superstars, quoi, ou des hommes politiques. Moi, j'aurais préféré des excuses d'Ardisson, des plates excuses, parce que quand vous écoutez certaines de ses interviews, vous apercevez que le mec est... J'en ai déjà parlé vraiment, mais le gars, il est, il n'hésitait pas on l'a vu par exemple avec Mila Jovovich, où il avait interdiction d'aborder le sujet de son père, le père de Mila Jovovich qui avait fait de la tôle, et il a fait exprès de poser la question, parce qu'il savait que Jovovich allait s'énerver, c'est ce qui s'est passé, elle a balancé son verre, elle s'est tirée, et il a fait ça pour le buzz, tout comme il avait, il a fait plein d'histoires comme ça,
Ardisson, et il y en a une que je vous recommande de regarder, elle est scandaleuse, et je ne comprends pas que ça soit passé sous silence. C'est le moment où, en gros, il explique que c'était quand il était passé en interview, je crois chez Combini ou je sais plus, où il essaye un peu de faire le vieux cool, le vieux jeune, le vieux rocker, mais ça passe pas, quoi. Il essaye de rester toujours un peu branché, alors que ça reste un super bourgeois qui habite rue de Rivoli, une des rues les plus chères de Paris ou je sais pas quoi, et enfin des quartiers les plus chers de la capitale. Et à un moment, il explique qu'en gros, il parle de DSK, donc Dominique Strauss-Kahn, et de ses affaires, et en gros, il balance comme ça, texto, non mais de toute façon, nous on savait tous ce qui se passait, on savait tous comment il était. Attends quoi? T'es en train de dire que... Enfin, Ardisson, t'es en train de dire que tu connaissais, toi et d'autres, les agissements de DSK, mais tu disais rien. C'est 20 ans après, 10 ans après que t'en parles comme ça. C'était avant qu'il fallait en parler, il fallait tirer le signal d'alarme, il fallait servir de messager, mettre en lumière la réalité de ce bon DSK. C'est pas 10 ans après qu'on en parle comment ça s'appelle, en minimisant l'histoire, en faisant en sorte de mettre les victimes sous le tapis, parce qu'il y a des victimes derrière, hein, des femmes qui ont été... voilà, et donc voilà, j'aimerais une remise en question, un mea culpa d'Ardisson. Baffy, c'est bien qu'il s'excuse, mais c'était pas le pire, c'était lui le plus drôle, c'était lui le plus fun, c'était peut-être pas toujours délicat, il a peut-être effectivement abusé par rapport à certaines de ses cibles, certaines de ses proies, n'empêche que c'était loin d'être le pire. Maintenant, il faut qu'on parle d'un sujet beaucoup plus sérieux, là, c'est Chaka Ponk, hein, le groupe français qui est vraiment super, hein. Sur scène, ils sont excellents, ils sont très proches de leur public, c'est des bêtes sur scène. Mais ça peut pas passer, c'est impardonnable, parce qu'il faut aller jusqu'au bout, on va dire, jusqu'au bout du bon sens. On est tombé sur un article dernièrement un article où Chaka Ponk déclarait qu'ils accueillaient à bras ouverts Bertrand Cantat sur scène. On a discuté avec Bertrand Cantat, il a purgé sa peine, il a été en prison, il a le droit de revenir, etc. Qu'importe ce qu'il a fait, même si c'est horrible. Non mais c'est dégueulasse, c'est scandaleux. Comment vous avez pu oser, Chaka Ponk, comment vous avez pu oser déclarer un truc pareil? C'est dégueulasse. C'est terminé, je prends plus un seul CD de Chaka Ponk, hein, j'écoute même plus. Moi, pour vous dire à quel point je suis radical à ce niveau-là, c'est que je suis prêt à ne plus écouter de musique de Chaka Ponk. Plus jamais aller sur YouTube ni rien, parce que on peut pas défendre un mec aussi indéfendable que Cantat. Je vous invite, pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore vu, à découvrir ce documentaire, le découvrir, le redécouvrir, le partager, parce que c'est un des documentaires les plus importants de sa génération. Et je suis content d'ailleurs d'avoir fait une review sur ce documentaire, parce que il faut que les gens savent, simplement, il faut mettre en lumière ce doc, parce que c'est le témoin d'une époque révolue, mais le témoin d'une mentalité aujourd'hui révolue, mais qui tient encore bon. Il y a encore des tas de gens qui osent défendre un mec comme Cantat, ou alors légitimer cette histoire en mode oui mais c'était de John Key, lui est Trintignant, souvent beaucoup sont restés sur la première version, à savoir que Trintignant serait tombé la tête contre un radiateur, alors qu'on parle d'un gars qui l'a fracassé à coups de poing. Bertrand Cantat, c'est un buffle d'1m90, Trintignant c'était une petite meuf d'1m60, de 50 kilos. Attendez, quoi. Et on parle même pas de... j'en dis pas plus, mais le documentaire en dit assez long sur la personnalité absolument dégueulasse, détestable et inexcusable de Bertrand Cantat, qui était un narcissique absolu, un psychopathe, quoi. Vous le voyez en interview, vous le voyez quand il est en audition, par les psychologues, tout ça, vous voyez que ce mec, c'est un mytho, c'est un gars qui a aucune empathie, qui cherche juste à sauver sa peau, et c'est absolument dégueulasse, quoi, que Chaka Ponk se mette en scène, et accepter de se mettre en scène avec un gars comme ça, alors que pourtant Chaka Ponk, c'est, on va dire, les parangons de la vertu, hein. Chaka Ponk, Noir Désir, Indochine, c'est un petit peu les Avengers de la gauche morale au niveau de la scène musicale française, et c'est gênant, dégueulasse et impardonnable que Chaka Ponk accepte de se mettre en scène avec un mec comme Cantat, quoi. Et ce documentaire, c'est très bien parce qu'il met en lumière les dessous de cette affaire, les dessous qui ont été mis de côté dans les années 2000 et 2010. D'ailleurs, ce documentaire rend hommage à Lio, qui a été la seule à l'ouvrir, la seule à défendre, à prendre parti pour sa défunte amie, et mettre en lumière la réalité, et puis toute la machination
médiatique qu'il y avait autour de Kanta, à savoir, non mais attendez, Kanta c'est un écorché vif, il a beaucoup morflé dans la vie, tout ça, alors que le mec c'était un gars beau comme un dieu, qui a jamais dû bosser dans toute sa vie, le gars il a dû avoir des avantages à ne plus en finir, c'était le leader d'un groupe, adulé, etc. Groupe qui est relativement moyen, enfin à chaque fois c'est... Le problème c'est que les Français pensent qu'il n'y a pas d'autres groupes à l'étranger, quoi. Moi je vous invite à écouter n'importe quel groupe de rock, de seconde zone, du Midwest, américain, ce que vous voulez, ou alors n'importe quel groupe anglais, espagnol, de seconde zone, mais de loin on surclasse des groupes comme Noir Désir, vraiment on se rend pas compte à quel point nous sommes médiocres sur bien des plans, du point de vue artistique et du point de vue moral. Et là, du point de vue moral, là pour le coup, si Chaka Ponk a presque rien à se reprocher, pour le coup, c'est assez rare, n'a presque rien à se reprocher du point de vue artistique, du point de vue moral, là par contre ça la fout mal, quoi, parce qu'encore une fois on parle d'un groupe qui s'est toujours mis en avant comme, classique, hein, voilà, signalement de vertu à tous les niveaux, quoi, médaille d'or, médaille de platine, on va dire de la bien-pensance, appelez ça comme vous voulez. C'est devenu has-been ce terme, mais bon, j'attends qu'on m'en propose un qui colle mieux à ce type de vision du monde. Et voilà, quoi, soutenir un mec comme Kanta, pour moi, c'est inexcusable, et j'attends leur mea culpa. J'attends que Chaka Ponk nous fasse un communiqué pour dire qu'en gros, bah, ils s'excusent, ils n'auraient jamais dû prendre parti, et qu'ils vont couper les ponts avec Noardez et tout ça, parce que c'est bien beau, hein, les grands discours sur le féminisme, le vivre ensemble, la gentillesse c'est mieux que la méchanceté, les pâquerettes et les arcs-en-ciel c'est joli, tout ça. Les gars, on n'est pas dupes. Et donc, j'attends le mea culpa de Chaka Ponk, hein, parce que c'est indéfendable, c'est inexcusable, et vous vous rendez compte, hein, on parle d'un groupe qui a toujours défendu des grandes valeurs, des valeurs de tolérance, des valeurs les vraies valeurs de gauche, quoi, en quelque sorte, hein, bah... Comment se fait ce que vous avez pu oser, enfin, comment ça se fait que vous avez ouvert vos bras à un type qui a massacré sa femme à coups de poing, quoi, qui l'a défiguré de 20 coups de poing au visage? Je m'interroge. Et c'était su à l'époque, hein. On parle d'un article qui date de 2018. À l'époque, tout le monde savait. Et surtout dans le milieu, ça se savait. Tout le monde était au courant, mais pognon avant tout. C'est pour ça vraiment, vivement, l'IA qui fera le grand ménage vis-à-vis de certains, parce qu'il faut que ce soit su, il faut que les gens savent, et l'IA sera notre meilleur allié par rapport à ce qui se passe, par rapport aux médias traditionnels, tout ça, parce que beaucoup sont, les médias ont couvert cette affaire, ont fait en sorte de minimiser cette histoire, et un mec comme Kanta, bah écoutez, c'est anormal qu'on lui déballe le tapis rouge et qu'il puisse encore faire des concerts, et surtout, Chaka Ponk, qui se permet de dire qu'il a purgé sa peine, alors que le mec n'a fait que 4 ans de cabane, 4 ans pour avoir fracassé une femme. C'est juste scandaleux, et encore merci à ceux et celles derrière le documentaire, vraiment plein de dignité et plein de de bon sens et je veux dire d'humanité pour avoir produit cette merveille qui doit être diffusée aux yeux de tous. Donc on attend le mea culpa de Chaka Ponk, et en attendant ce mea culpa, ces excuses publiques, honte à eux, vraiment, honte à eux, et vous faites ce que vous voulez, hein, vous continuez à acheter leurs CD si vous voulez, vous continuez à écouter leur musique si vous voulez, mais pour moi, c'est finito. Fini. Bon, maintenant qu'on a parlé de sujets vraiment sérieux, on va redescendre un peu en pression, enfin, on va parler d'un truc quand même assez... assez énervant, j'aurais pas aimé être à la place de certains parents à ce moment-là. Je sais pas comment ça s'est passé en France, alors en France, on a souvent vent d'histoires de... Enfin, j'ai déjà vu ça moi aussi, hein, du gros bordel en salle, des ados qui débarquent, qui foutent le bordel, qui pourrissent la séance. C'est pour ça que moi, les séances, j'évite d'y aller le soir, les films d'horreur, j'évite d'y aller, les week-ends, je vais voir des films en VO parce que je sais qu'en gros, le public qui va y aller, c'est pas le public le plus bordélique qui soit, c'est celui qui se tient le mieux en général, et donc en France on est assez réputé pour avoir les spectateurs les plus mal polis qui soient. Moi je compte même plus à chaque fois que je vais dans une salle de ciné et qu'il y a à chaque fois que je vais dans une séance et qu'il y a du monde, je me barre et je vois des pop-corn partout, les gens sont dégueulasses, c'est des reports, et à chaque fois je peux pas m'empêcher de penser aux pauvres employés qui bossent là-dedans, mais là les Américains ont fait très fort pour le coup, avec le film Minecraft, où on a vu des scènes de débilité absolue, où des armées de zoomers se sont déchaînés comme des macaques pour balancer les popcorn partout dès qu'ils ont vu arriver un chicken zombie ou je sais pas quoi. Il y a la tête de Jack Black, qui est l'espèce de Didier Bourdon américain qui... je peux plus blairer sa tête, vraiment, je peux plus le voir, Jack Black, c'est plus possible, c'est le Didier Bourdon américain, quoi, je suis désolé, quoi, le mec, ça fait 20 ans qu'il boucle sur le même sujet, enfin, le même rôle,
Et je peux pas blairer ce côté geek sympa, qui essaye de la jouer cool. Vraiment, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je loue son talent de musicien, de ça, y a pas de problème. Mais alors, le voir dans des grosses productions comme ça pour enfants, juste parce que c'est lui, parce que c'est Jack Black, je peux plus vraiment. Et donc, on a vu des vidéos, mais complètement dingues, où des gars de... En plus, c'est même pas des gosses, on parle pas de gamins de 8-10 ans, on parle de gars âgés en moyenne entre 15 et 20, 22 ans, quoi. C'est des ados quand même assez enfin, c'est quasiment des... pas dire des jeunes adultes, mais presque. Et en soi, je sais que nous les gars, on est cons jusqu'à très tard, hein. Moi j'étais complètement débile jusqu'à au moins 25 ans, mais je me suis toujours tenu au cinéma, jamais j'ai fait de bruit, je suis toujours resté discret, mais là, voir ça m'inquiète, quoi. Je me dis, attends, mais qu'est-ce que c'est que ces gars, quoi. On voit des gars âgés, ouais, non, qui doivent avoir en moyenne 18 ans, voire plus, parce que je me rappelle, Minecraft, ça existe depuis quand, ça existe depuis 2010, je me rappelle, ouais, c'était en 2012, j'avais un de mes potes qui y jouait, il avait quoi, 19 ans. Aujourd'hui, donc, il a passé la trentaine. Enfin, en plus, comme les jeunes maintenant font plus jeunes, ça se trouve, enfin, je dis qu'ils ont entre 15 et 20 ans, mais ça se trouve, ils ont peut-être ouais, 18, 25, on n'en sait rien. Et, enfin, c'était délirant leur comportement. Il y a des flics qui sont venus en choper quelques-uns, enfin, mais vraiment, il va falloir, je pense que cette séance de Minecraft, enfin ces séances de Minecraft, parce que il n'y en a pas eu qu'une seule, il y en a eu plusieurs où on voyait les gamins, enfin ces jeunes. Il y a plein de vidéos où on voit ces gars en train de se comporter, ouais, comme des singes, à balancer des pop-corn, je veux dire, foutre un bordel, mais pas possible. Je peux pas m'empêcher de penser vraiment aux petits salariés moyens qui est payé au minimum syndical pour aller nettoyer leur merde, mais quelle horreur, quoi. Et je pense que maintenant, il faudrait installer des caméras de surveillance dans les salles de ciné pendant quelques mois, avec reconnaissance faciale, et ceux qui foutent le bordel, ils sont identifiés, et désormais, quand ils passent au cinéma, hop, ils ont leur tronche qui, vous savez, maintenant, on peut faire ça avec l'IA, tout ça, ils rentrent dans une salle de ciné, il y a la caméra qui analyse leur tronche, les mecs, ils vont pour leur ticket, ils achètent le billet, et puis hop, à la fin, ils apprennent que non, finalement, ils sont pas acceptés, donc non seulement, ils ont payé pour rien, mais en plus, ils comprennent qu'ils sont bannis, quoi, pendant un temps donné, pendant 6 mois, ou je sais pas quoi, pendant 6 mois, 1 an, ce serait un bon troll, et ça en calmerait certains, parce que malheureusement, ouais... Parce que cette génération, ce qu'on peut voir sur les vidéos, c'est que c'est des zoomers, on voit que c'est des blancs de la classe moyenne, la classe bourgeoise, ça doit avoir du pognon, c'est des jeunes parce que c'est la génération des zoomers, c'est une génération qui a pas eu, on va dire, c'est... Contrairement à la génération précédente, les millénials, comme nous par exemple, je vois bien dans mes comportements, quoi. Je voyais bien, les gars de ma génération, on a une certaine forme d'humilité, une certaine forme de... Je dis pas qu'on est parfait, attention, hein, les zoomers ont des tas et des tas de qualités. J'estime même que les zoomers nous surclassent sur quasiment tous les plans. Mais, sur le point de vue de certaines valeurs, entre guillemets, les millénials sont un peu plus, je vais pas dire évoluer, mais par exemple, il y a le respect des anciens chez les millennials. J'ai remarqué qu'on respecte les vieux, on respecte les plus anciens, et je sais, j'ai dit les vieux, vous m'avez compris, quoi, je disais pas ça dans un sens péjoratif. On a le respect pour les anciens, alors que du côté des zoomers, pas trop. Les zoomers sont pas trop dans cette école-là, et ils ont également pas beaucoup de respect, j'ai l'impression, pour tout ce qui est... Enfin, quand je dis les zoomers, attention, je parle d'une certaine catégorie des zoomers, une certaine fange, qui est assez... ils sont assez nombreux, c'est les zoomers qui ont bien vécu, qui ont vécu avec internet, qui n'ont pas spécialement eu besoin de chercher du travail comme nous les millennials on a fait, ils sont échappés à ça d'une époque pas spécialement fun, hein, du point de vue du monde du travail, du point de vue de la scolarité, tout ça, vraiment le début des années 2000 c'était assez dur parce qu'on se mangeait d'un côté la récession économique et en même temps les débuts d'internet, donc c'était le gros bordel pour chercher du taf, tout ça. On n'était plus du tout dans la dynamique des 30 glorieuses, des années 80, 90, tout ça, on était dans un autre système, et j'ai remarqué que chez les millennials, il y a beaucoup de manque de confiance, il y a beaucoup de dépression, il y a beaucoup de... un mal-être qui est palpable et qui malheureusement va rester pendant encore longtemps, alors que du côté des zoomers, c'était beaucoup plus chill, de la classe moyenne supérieure, voilà, les zoomers sur pas mal de plans ont eu la belle vie, enfin même sur tous les plans, ils ont eu vraiment la belle vie. Et on le voit bien sur les comportements, c'est pas des comportements de gamins qui ont eu besoin de travailler, c'est pas des comportements de gosses qui ont eu besoin de bosser l'été, qu'on voit bien qu'ils ont du pognon grâce à papa-maman. Parce que s'ils avaient déjà travaillé, jamais ils se seraient permis ce genre de comportement. Quiconque a travaillé... se met à la place de ceux qui bossent, se met à la place des gens qui ont un petit boulot, qui ont un taf précaire, notamment, hein, ceux qui bossent dans les salles de ciné, vous croyez quoi? Ils vont pas palper plusieurs dizaines de milliers d'euros à la fin du mois, quoi. Donc, quiconque a bossé
s'arrangent pour laisser le moins de saloperies possible quand ils vont au cinéma, quoi. Vous bouffez des popcorn, vous évitez de les foutre par terre, vous les déposez dans la poubelle quand vous barrez, quoi, c'est normal, quoi. Et cette génération, visiblement, a quelques lacunes à ce niveau-là, donc il faudrait peut-être durcir un petit peu serrer un petit peu la vis, et je pense que l'idée de mettre des caméras qui nous font du reconnaissance faciale dans les salles de cinoche, dans les salles obscures, ce serait pas mal. Parce qu'on les voit pas foutre le bordel dans les couloirs, tout ça. C'est une fois dans la salle de ciné qu'ils le font. Donc il faudrait mettre ça en branle, je pense, et quand ils arrivent après, on les laisse partir normal, puis dès qu'ils reviennent, parce qu'ils reviendront pour un autre film, voilà, c'est ils payent, et en plus, bim, voilà, non. Enfin, je pense que c'est une bonne idée à creuser. Voilà. En tout cas, c'était juste sidérant de voir, ces comportements, c'est vraiment des comportements de sauvages, quoi. En soi, c'était pas méchant, mais c'était ultra irrespectueux, mais ça c'est vraiment, comme je dis, c'est un comportement de zoomer, parce que les zoomers, ils n'ont pas eu la figure d'autorité brutale que nous on a eu les millennials, parce que les millennials, on avait souvent des figures paternelles assez solides, assez dures, parfois trop, bon ça c'était rien par rapport aux générations d'avant, mais on avait, les parents étaient beaucoup plus durs que ceux des zoomers. Et on voit bien que ces gamins-là, ils ont jamais eu affaire à une autorité vraiment énervée, vraiment sérieuse, parce que sinon, jamais ils se seraient permis ce genre de bail, quoi. Bon bref, en tout cas, fallait en parler. Et enfin, pour terminer, petit coup de gueule par rapport à Naughty Dog. Qu'est-ce que vous foutez, les gars? Pourquoi vous nous sortez encore une réédition? Jusqu'à quand? Je veux dire, nouvelle version de The Last of Us pour la PS5, les deux jeux réunis en une seule boîte, vous vous rendez compte, avec quelques goodies, tout ça, pour la modique somme de 120 balles. Ouais, super. On préférerait, franchement, cher Naughty Dog, que vous bossiez plutôt sur The Last of Us 3. Ce serait peut-être ça la priorité, non? Vous avez pas assez de fric, vous avez pas assez gagné de thunes avec la série, tout ça, avec les remasters, parce qu'on a déjà eu les remasters, c'est bon, pas besoin de nous refaire une nouvelle offre en mode wow, super, putain. C'est ça malheureusement qui manque à cette époque, c'est la guerre des consoles. Parce qu'avant on avait Xbox qui se fritait avec Sony pour avoir le leadership, tout ça, donc c'était cool. Les deux proposaient des exclus, les deux proposaient des jeux qui étaient juste excellents. Rappelez-vous, dans les années 2000-2010, c'était banger sur banger chaque année. Maintenant on n'a plus rien. J'étais chez un pote tout à l'heure, il a une PS5, vous savez à quoi il joue sur sa PS5? Il joue à Destiny, Red Dead Redemption 2, GTA 5 et Minecraft. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc franchement, Naughty Dogs, que vous foutiez de notre gueule, j'arrive à comprendre. Mais le mépris, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Parce que là, pour moi, c'est du mépris. Osez nous sortir une réédition, alors qu'on en a déjà eu 150 auparavant. On a eu une Wolf Edition pour le 2, quoi, une Wolf Edition. C'est quoi ça? Vous devriez plutôt être en train de plancher sur un troisième volet, parce que je rappelle que le premier volet est sorti en 2013, le deuxième en 2020, on est en 2025. Bon voilà, quoi, c'est... Voilà. Faites-nous rêver, quoi, proposez-nous un troisième volet, donnez-nous un petit peu de... Comment ça s'appelle? Balancez-nous quelques miettes, quoi, au moins pour qu'on puisse dreamer un peu, parce que là... c'est désespérant, quoi. Ça va être quoi la suite, quoi? Ça va être un remaster de la nouvelle version, mais version 8K, en ultra supra HD, enfin je sais pas, quoi, c'est... Bref, vous aussi, vous fatiguez. J'espère que cette revue d'actu vous a plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, plein de bisous à tous, ciao.